Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode des Secrets d'Egmont. Cette semaine, nous allons parler ensemble d'un élément emblématique de la ville, ses remparts. Souvenez-vous, dans le premier épisode, je vous expliquais que la ville avait été fondée en 1240 sur l'ordre de Saint-Louis. Mais ce n'est que bien plus tard que les remparts qui entourent la ville font leur apparition. Aujourd'hui, ces fortifications sont parmi les mieux préservées d'Europe. Je vous propose donc d'arpenter ensemble ces 1643 mètres de remparts pour découvrir leur histoire. Si la construction de la tour de Constance s'achève en 1248, ce n'est que 20 ans plus tard que démarre celle des remparts. Dès 1266, Saint-Louis commence déjà à réfléchir aux meilleurs moyens de protéger ses habitants contre les attaques ennemies, la force du vent, mais aussi et surtout l'ensablement qui menace déjà la cité. Il décide alors de mettre en place une taxe pour financer un projet de rempart. Pour chaque livre possédé, tout voyageur qui passera par le port de la ville devra payer un denier. Alors, c'est un petit peu compliqué aujourd'hui de convertir les monnaies médiévales en monnaie actuelle, mais pour vous donner une petite idée, ça revient un peu à vous demander de payer 12 centimes pour chaque 28 € présents dans votre porte-monnaie. Malheureusement pour lui, Saint-Louis ne parviendra jamais au bout de son projet, puisqu'en 1270, il part pour la 8e croisade et comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent, il n'en revint pas vivant. Le fils de Louis IX, Philippe III le Hardi, nouveau roi de France, décide de poursuivre le projet de son père. Mais pour cela, il lui faut trouver un moyen de financer ces énormes travaux. En 1272, il signe un contrat avec un Génois nommé Guillaume Boccanegra. Boccanegra était un des magistrats les plus puissants de Gênes avant d'être évincé lors d'une émeute. Il avait ensuite trouvé refuge en France, où il s'était rapidement fait remarquer par la monarchie française pour ses talents d'entrepreneur. Philippe III décide donc de lui proposer un contrat. Si Boccanegra et ses héritiers s'engagent à payer immédiatement 5000 livres tournois pour lancer la construction des remparts de la ville, il recevra par la suite tous les revenus de la ville, de son port et de ses terres pendant 10 ans. Grâce à cet argent récolté, il devra financer lui-même les travaux pour terminer les remparts de la ville. Au bout de 10 ans, et une fois les remparts achevés, les revenus de la ville seront partagés, la moitié pour Boccanegra et ses héritiers et l'autre moitié pour le roi. Les futurs travaux pour entretenir la ville et ses remparts seront alors payés à parts égales entre le roi et Boccanegra. Cette idée permet à Philippe III de lancer la construction des remparts tant attendus sans dépenser d'argent. Et cela tombe plutôt bien car les coffres du royaume sont assez vides. Guillaume Boccanegra lance donc immédiatement la construction des remparts. Malheureusement pour lui, 2 ans plus tard, en 1274, il meurt. Sa femme et ses enfants demandent alors au roi d'être libéré du contrat et à ce que les 5000 livres dépensés soient remboursés. Et le roi accepte. À partir de cet instant, les travaux sont mis au ralenti mais jamais arrêtés complètement. Il faut attendre 1289 et le règne de Philippe IV le Bel, le petit-fils de Saint-Louis, pour qu'une deuxième grande vague de travaux soit lancée. Il reste alors encore 650 mètres de murs à construire. Les remparts d'Aigues-Mortes sont finalement achevés au tout début du XIVe siècle et la ville devient alors une bastide, c'est-à-dire une ville fortifiée. Pour terminer ces fortifications, à 3 km au nord de la ville, se trouve la tour Carbonnière. Elle a été construite sur la seule route terrestre du Moyen-Âge qui permettait d'accéder à la ville à cheval en traversant les marais. Cette tour protégeait ainsi le seul accès à la ville depuis le nord du royaume. La pierre utilisée pour la construction des murs de la ville provient des carrières de pierre situées le long du Rhône à Beaucaire, à plus de 60 km d'ici. Pour la ramener, on l'a transportée sur des radeaux en utilisant le fleuve et les canaux. En tout, les remparts font 1643 mètres de long. Ils sont hauts de 11 mètres et épais de 3 mètres à leur base. 5 tours, 5 grandes portes qui donnent sur les rues principales et 5 petites portes piétonnes appelées poternes sont réparties le long des murs. Chacun de ces éléments porte un nom qui fait référence à son histoire ou à ce qui l'entoure. La porte de la Marine tire par exemple son nom de sa proximité avec le port, tandis que la tour du sel porte ce nom car elle contenait tout simplement un grenier à sel. Alors, lorsqu'on fait le tour des remparts, on peut remarquer des symboles sur les pierres. Les historiens supposent que ces marques sont ce qu'on appelle des marques de tâcherons. Au Moyen-Âge, les métiers sont organisés en compagnie ou en guildes. Les tailleurs de pierre sont l'une de ces guildes. Chaque tailleur possédait un symbole ou une marque personnelle qu'il gravait sur les pierres qu'il taillait. Ce symbole permettait à la fin de la journée de compter le nombre de pierres taillées par chaque tailleur et de le payer en conséquence. Ce symbole était ensuite transmis de père en fils ou de maître à apprenti si le tailleur n'avait pas d'enfant. En observant les bâtiments déjà construits, les tailleurs du Moyen-Âge pouvaient ainsi retrouver la marque de leur famille, ce qui leur permettait de savoir qu'un de leurs ancêtres avait pu participer à la construction de l'édifice.
Et oui, si malheureusement on ignore souvent le nom des architectes du Moyen-Âge, toutes ces petites marques de tâcherons sont autant de petites signatures anonymes laissées par les bâtisseurs de l'époque. En haut des remparts, on peut également observer des créneaux, c'est-à-dire la partie creusée du muret qui permet de tirer sur les ennemis, et des merlons, la partie qui remonte et derrière laquelle on peut se cacher pour protéger des tirs ennemis ou recharger son arc. Le problème des créneaux, c'est qu'ils ne permettent pas de tirer sur les ennemis qui viendraient se coller au rempart, et ils obligent également le défenseur à se mettre à découvert pour tirer sur les assaillants. Mais il existait autrefois un système pour contourner ce problème, les hourds. Ce sont les seuls éléments du rempart qui n'ont malheureusement pas survécu jusqu'à nos jours. Les hourds sont des constructions en bois qui surplombent le rempart. On dit qu'ils sont en encorbellement, c'est-à-dire qu'ils dépassent du mur. Ces charpentes permettent aux soldats de passer les créneaux et de surplomber leurs ennemis tout en étant protégés des tirs. Ils peuvent alors tirer sur les ennemis qui se trouvent aussi bien au-dessous qu'en face d'eux. Pour éviter que les attaquants ne mettent le feu à ces hourds en bois en tirant des flèches enflammées, on les recouvrait de peaux de bêtes humides. Aujourd'hui, on peut encore observer des hourds sur les remparts de la célèbre Carcassonne, par exemple. En plus des hourds, les remparts, les tours et les portes de la ville étaient protégés par tout un tas d'éléments défensifs comme les assommoirs ou les bretèches qui permettaient de jeter des pierres sur les ennemis qui passaient sous ces ouvertures, ou encore les meurtrières qui permettaient de tirer sur les ennemis tout en étant cachés. Le long des murs, 16 escaliers militaires permettaient aux soldats et aux habitants de rejoindre les remparts pour protéger leur ville en cas d'attaque. Les habitants, qu'ils soient hommes, femmes ou enfants, jeunes ou vieux, pouvaient jeter des pierres sur les ennemis, apporter des flèches aux soldats, soigner les blessés. En gros, en cas d'attaque de la ville, tout le monde participait. Alors avec toutes ces techniques de défense, la ville a-t-elle déjà été attaquée? Eh bien la réponse est oui, en particulier pendant l'une des plus célèbres guerres du Moyen-Âge, la guerre de 100 ans. Mais ça c'est une autre histoire que je vous réserve pour le prochain épisode.